Comment mesurer l'impact de la détention sur la relation enfant-parent? Il faut d'abord, pour rendre compte, mesurer de l'impact de la détention sur le comportement humain. La détention, ce n'est pas une épreuve tout à fait ordinaire. Elle se bâtit sur un paradoxe. On prive ceux qui ont fauté, ceux qui n'ont pas toujours été sensibles à la permanence de l'autre, on les prive de responsabilité. On veut qu'ils émergent à la culpabilité et on les rend irresponsables. L'irresponsabilité, c'est l'objet même de la détention. On n'est plus responsable de soi quand on est détenu. Et pourtant, il faut fabriquer un sentiment de responsabilité. C'est un paradoxe sur lequel beaucoup ont réfléchi, mais sur lequel on n'a jamais trouvé de solution. Pour lequel on n'a jamais trouvé de solution. Perte de responsabilité de soi, c'est ce qui marque le plus la détention et la prison. Il faut faire avec, et faire avec quand on est un parent, c'est encore plus difficile. Parce qu'être parent, ce n'est jamais autre chose qu'être responsable de son enfant. Y être attaché, c'est très insuffisant pour être parent. Pour être parent, il faut aussi se sentir responsable. La prison abîme ce sentiment de responsabilité. C'est un enjeu qui dépasse la seule relation à l'enfant. C'est un enjeu colossal. Est-ce que la prison est la bonne façon de sanctionner et de punir? Beaucoup ont répondu non. Mais nous n'avons pour l'instant pas trouvé de meilleure façon de faire. La prison abîme le sentiment de responsabilité. Elle abîme le sentiment de responsabilité parce qu'on est déterminant de rien. On n'est pas déterminant de l'heure où on se couche. On n'est pas déterminant de l'heure où on se lève. On n'est pas déterminant de l'endroit où l'on va. On ne sait plus se diriger. Sans être cause de soi, comment peut-on émerger au sentiment de la responsabilité de l'autre? La deuxième condition particulière à la détention, c'est le huis clos, c'est l'enfermement et la proximité. Trop d'intimité, trop de proximité renforce le sentiment de la crainte et de l'hostilité à autrui. On est sensible à l'autre quand on est en capacité de s'en éloigner. Si on nous en rapproche de façon extrême, de façon excessive, si à toute occasion il est là, à côté, on ne le supporte pas. On doit faire taire son agressivité, on doit faire taire et l'enfouir, mais cette hostilité est farouche et elle est considérable. Tout enfermement génère de l'hostilité à autrui. Fondamentalement, elle abîme la capacité de rentrer en contact avec l'autre. D'ailleurs, les contacts s'appauvrissent en détention. Ils se ritualisent, comme partout, comme dans tous les lieux d'enfermement. Les contacts sont ritualisés. Les gens se disent bonjour de la même manière, se disent au revoir de la même manière, se saluent de la même façon durant des années, sans rien changer à leur rituel, parce que tout doit être codifié, rien ne doit être laissé à la spontanéité. Le geste qui met le contact à autrui est déterminé de façon rituelle, puisqu'on craint à toute occasion, en s'échappant de ce rituel, de devenir agressif. La troisième condition qui fait la difficulté de la détention, là qui pourrait être corrigée, c'est l'humiliation. L'humiliation et la vexation. Être détenu, c'est éprouver le sentiment d'une dépréciation. C'est se sentir déprécié, disqualifié. Dans le regard de l'autre, bien sûr, dans le regard de ses proches, dans le regard même des co-détenus. Parce que chacun trouve dans son voisin un plus criminel que lui. L'humiliation, la vexation, c'est quelque chose de naturel dans le monde de la détention. Ça provoque irrémédiablement une exaspération du sentiment honteux. Le sujet incarcéré se sent honteux. Et la honte enferme sur soi. La honte est une entrave majeure au sentiment de culpabilité. On ne peut pas se sentir coupable quand on est envahi par la honte. La honte n'est sensible qu'à soi, alors que la culpabilité, c'est s'ouvrir à autrui. Pour ces trois raisons, la prison est une situation qui conduit à une altération de la capacité à rentrer en relation avec autrui. Les relations avec autrui et les capacités de rentrer en contact avec lui sont abîmées. C'est pourquoi c'est un terrible paradoxe que de mettre des gens qui sont en difficulté de sentir autrui, de les mettre en prison. Ils en sortent souvent plus abîmés qu'ils ne l'étaient à l'origine. Pas toujours, mais le plus souvent. La prison est une mauvaise réponse et pourtant c'est la seule. L'humiliation, la vexation, l'enfermement
la proximité de l'autre, l'absence totale de responsabilité de soi détermine un enfermement, une douleur narcissique, une blessure narcissique et identitaire et une insensibilité à autrui. Le détenu n'est pas préparé à être sensible à l'autre. On voudrait pour autant le réinsérer en l'incarcérant. C'est une mission absolument impossible. Ce que peut faire la prison et ce que peuvent faire les pénitentiaires, c'est simplement éviter le pire. On ne va pas proposer le mieux, on va proposer le moins pire. C'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La prison, ce n'est pas sans effet sur la personnalité et notamment sur sa capacité à supporter l'autre, à le tolérer, à s'ouvrir à lui. Ce qui fait le drame de la quasi-totalité des détenus, c'est qu'ils n'y étaient pas préparés avant d'être détenus. S'ils ont un jour endommagé autrui, s'ils l'ont agressé, c'est qu'ils n'ont pas perçu qu'il était un autre. La plupart des détenus sont déjà en difficulté dans la capacité d'établir un sentiment d'altérité. Cette difficulté à établir un sentiment d'altérité est accrue par la prison, alors qu'on pourrait imaginer qu'elle le redresse. C'est l'inverse qui se passe. La prison est née d'un modèle, c'est le modèle moniacal, le modèle de la pénitence. Mais celui qui rentre volontairement en pénitence est capable de présentifier autrui. Il a fait le choix de la pénitence, il a fait le choix de l'enfermement. Le moine fait le choix de s'isoler pour être plus proche. Mais le détenu n'a pas fait ce choix. Ce n'est pas son libre arbitre qui le pousse à être détenu. Ça lui est imposé. Et ça ne peut pas conduire à l'élévation comme pouvait conduire à l'élévation l'expérience moniacale. Aujourd'hui, on mesure les dangers de cette cassure de l'altérité. On la mesure notamment dans les phénomènes de radicalisation. L'humiliation, l'enfermement dans la honte pousse le sujet à se réparer de façon imaginaire, de façon mégalomaniaque. Ça le pousse à s'inventer un monde qui n'existait pas. Ça le pousse à s'inventer une généalogie qui n'est pas la sienne. On a montré, depuis l'horreur nazie, que la plupart des fanatismes se nourrissent de ces généalogies qui refont le sujet pour ce qu'il n'est pas. Le mytharien est une construction fantasmatique, imaginaire, détestable, qui ne reposait sur rien. On le sait aujourd'hui, même si des scientifiques à l'époque s'y sont laissés prendre. Le mytharien est un mythe qui a substitué à la généalogie réelle une généalogie imaginaire. Et dès lors où on substitue aux racines du sujet des racines qui ne sont que fantasmatiques, on est capable de le manipuler très loin. Aujourd'hui, ce n'est plus le mytharien qui fait les fanatismes, qui font le fanatisme. C'est un autre mythe, celui de l'islam, de l'arabo-musulman, l'islam triomphant du 7e siècle, dont peu de terroristes et de radicaux islamiques sont véritablement issus. Mais on leur donne une histoire et donc on les coupe de la leur. Mais s'ils sont si prompts à se couper de la leur, c'est que la leur ne leur apportait pas grand-chose pour s'estimer eux-mêmes. S'ils sont si prompts à emprunter à une histoire imaginaire, une histoire qui puisse substituer à la leur, c'est que la leur les humiliait, ils ne se sentaient pas la capacité de s'enorgueillir. C'est la première raison du radicalisme. C'est le mal-être que l'on a par rapport à ses racines. La deuxième raison du radicalisme, c'est l'humiliation, la vexation, les blessures narcissiques, les blessures identitaires. Et la prison les accroît. La prison est un creusot de radicalité. Elle enferme dans l'imaginaire, elle pousse le sujet à aveuglement se réparer sans se soucier du réel et des conditions du réel. Il est insensible à autrui, il est capable de faire n'importe quoi. Par ailleurs, il portera naturellement l'inverse de ce qu'il croit, le sentiment d'être en faute. Là aussi, depuis très longtemps, on a montré que l'exaspération du sentiment d'être en faute, du sentiment d'être une erreur de la nature, d'être une erreur de l'histoire, pousse le sujet à devenir criminel. Parce que cette façon de se penser soi-même comme une erreur, comme une aberration, comme une déchirure de l'histoire, pousse à vouloir projeter sur l'autre ce qu'on a comme regard négatif sur soi. Plus le regard sur soi est abîmé, plus le sujet a naturellement tendance à penser que ce regard, il doit s'en libérer en le projetant sur l'autre.
ce qu'il dit de lui-même, qui est insupportable, il le dira d'autrui. Il va se trouver un autre détestable, abominable, comme il peut se penser lui-même, détestable et abominable. À force de lui dire qu'il ne vaut rien, il va se trouver un vaurien à l'extérieur de lui. Et ce vaurien, c'est bien sûr le juif, c'est celui qui est jeune, qui aime la fête. C'est celui qui lui ressemble, mais en même temps dont il s'éloigne. C'est son double. Mais s'il a de lui une image très négative, ce double ne peut l'être à son tour que très négatif. Et ce double, il va le détruire. C'est décrit merveilleusement par Dostoïevski déjà. Mais c'est un processus très très connu, très habituel. Quand on est chargé du sentiment d'être mauvais, on va se trouver à l'extérieur de soi un mauvais plus mauvais que l'on va pouvoir détruire. Comme si l'on pouvait détruire à l'extérieur de soi ce qui est en soi. Mais cette conviction d'être mauvais, c'est vraiment le prix à payer de trop d'humiliation, de trop de vexation, de déchirure historique. Et la radicalité de certains détenus se comprend à travers cela. C'est bien sûr extrême, tous les détenus ne sont pas radicaux. Et beaucoup, la plupart, heureusement, échapperont à cette radicalité. Mais voir l'excès permet de voir les indices de ce que peut contenir la prison de tout à fait dramatique. La prison, ce n'est pas une expérience ordinaire. C'est une expérience qui abîme le psyché, qui abîme et qui rend fou quelquefois. Pas durablement, pas pour toujours, mais c'est une expérience qui n'est pas sans contre-coup psychique. La radicalité de certains nous montre l'excès, nous montre la fissure que peut entraîner la prison dans l'appareil psychique de façon massive. Mais elle est agissante, cette fissure, de façon plus silencieuse. Mais chez tous les détenus sont abîmés psychiquement. Il y a un prix à payer, un prix psychique à payer à la détention. Et ce prix à payer, essentiellement, on le retrouve dans la difficulté à rentrer en relation à autrui. Naturellement aussi, à rentrer en relation avec son enfant. On a longtemps cru qu'il fallait se centrer sur les conditions de l'enfant pour comprendre l'impact psychique de la détention sur la relation enfant-parent. C'est une erreur. L'enfant ne se porte pas nécessairement mal parce que son parent est en détention. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il se sent mal et qu'il pourra avoir un trouble. Le plus souvent, ce qui trouble la relation vient du parent lui-même. C'est la détention qui abîme la relation. La détention abîme la relation à l'enfant parce que d'abord, elle pose naturellement aux parents et à l'enfant un cadre qui est une impasse. L'enfant, naturellement, a besoin de s'attacher à son parent. Naturellement, le parent se sent attaché à son enfant. Mais entre eux, il n'y a pas que des liens d'attachement, il y a des liens de responsabilité. Être un parent, c'est pas simplement aimer son enfant. Ça, c'est possible à beaucoup de gens. Et on espère que nos enfants soient aimés par le plus grand nombre. Mais être un parent, c'est se sentir responsable. C'est avoir la conviction qu'on est seul à pouvoir faire. Or, le parent ne fait rien. Il est déresponsabilisé de lui-même. Comment pourrait-il l'être de son enfant ? Par ailleurs, la détention, c'est un désert affectif, je l'ai dit. La coercition, l'enfermement, fait qu'on sent autrui comme un danger, un potentiel danger, dont naturellement les relations aux codétenus, à l'entourage, à l'environnement, vont s'appauvrir. Il y a très peu de spontanéité dans les contacts à autrui, du fait même qu'il n'y a pas d'éloignement possible. Et cette perte totale de spontanéité, cette ritualisation des contacts appauvrit totalement la dimension affective et les échanges affectifs qui naturellement sont nécessaires à l'humain. Aussi, quand l'enfant vient ou quand n'importe quel étranger à la prison arrive, il y a une espèce d'agrippement du détenu à cet autre avec qui il peut être en contact affectif sans avoir à le craindre. L'enfant devient un support affectif considérable pour son parent. Devenant un support affectif considérable pour son parent, il y a une manière d'inversion de l'ordre ordinaire à partir duquel se bâtit une relation enfant-parent. Le parent, certes, est toujours aidé par son enfant. L'enfant est toujours aidé par son parent. Mais il y a une asymétrie dans cette aide. Le parent doit davantage aider son enfant et se sentir davantage aidant qu'il ne se sent aidé par son enfant. Eh bien, cette asymétrie est totalement désarticulée.
Elle est complètement inversée en détention. Le détenu se sent le besoin de s'agripper à son enfant. Et son enfant se sent l'obligation de donner plus d'attention, plus d'affectivité, plus d'émotion à son parent, qu'il ne peut, lui, en espérer en recevoir. Cette inversion de la symétrie, ajoutée au sentiment de ne plus pouvoir être responsable de son enfant, altère considérablement les modes naturels de relations enfant-parent. Les relations enfant-parent sont bâties essentiellement sur le sentiment de sa responsabilité, sur l'attachement et sur l'asymétrie qui existe entre parents et enfants. C'est dès lors un désordre qui opère. L'enfant se sent davantage responsable de son parent, se sent davantage dans l'obligation de donner, et le parent est en attente de recevoir. Il y a finalement, au bout du compte, une inversion. Le parent devient l'enfant de son enfant, et l'enfant devient le parent de son parent. C'est un désordre momentané, mais qui est profond, beaucoup plus qu'on ne le croit, qui touche tous les détenus, même ceux qui auront la force de caractère d'essayer de l'éviter. Tous sont exposés à vivre cette expérience. Par contre, une expérience n'est pas nécessairement pathogène quand on est capable d'en sortir. Et la question qui se pose, c'est quelle va être l'ampleur des dysfonctionnements entraînés et comment mieux en sortir, comment en sortir. Déjà, on notera que ces troubles naturellement induits par la détention sur la relation enfant-parent vont avoir des conséquences à la sortie. À la sortie, il va falloir retrouver l'équilibre ancien. Et c'est pas toujours facile. Dans bien des cas, ça le sera malgré tout. Au bout d'un certain temps, les détenus sont capables de redevenir les parents qu'ils étaient et l'enfant de retrouver la place qu'il avait auprès de son parent. Dans quelques autres cas, ça va entraîner de tels troubles. Le parent ne va pas se trouver dans la place qu'il est censé occuper. L'enfant ne va pas le trouver dans la place qu'il est censé tenir. Au point où il y aura un tel inconfort que le parent va s'éloigner de nouveau. Soit du fait d'une séparation, soit du fait quelquefois en retournant en détention. Les récidives peuvent aussi s'expliquer par l'incapacité à trouver une place parmi la communauté où vous étiez attendu. Quand on n'a pas de place chez les siens, on se trouve naturellement exposé à l'errance et l'errance expose au retour en détention. La récidive doit aussi être entendue sur ce versant-là. Et puis enfin, il faudra dire que quelquefois, le détenu va essayer de contraindre l'enfant à lui assurer la place qu'il veut tenir, à le contenir dans la place auquel il le délègue. Et cette contrainte, cette appropriation de l'enfant est une source majeure de maltraitance. Qu'est-ce qu'on appelle une maltraitance? Quelle qu'en soit la forme, qu'il s'agisse de faire de l'enfant son souffre-douleur ou son objet de jouissance, il s'agit toujours de la même chose. La maltraitance, c'est une tentative de s'approprier l'enfant, de lui affirmer qu'il est nôtre, qu'il n'a pas de droit pour lui-même, qu'il n'existe pas en dehors de la volonté qu'on a pour lui. Et il y a quelques maltraitances qui peuvent apparaître à la suite de la détention, alors qu'elles n'existaient pas avant. C'est trois dérives possibles, trois destins possibles. Le cas le plus ordinaire et le plus salutaire, c'est celui où tout se calme après quelques mois. Le cas des récidives est à entrevoir aussi, à comprendre à partir de ces mécanismes. Et enfin, le cas de violence du détenu sur le parent, sur l'enfant, après la détention, doit être envisagé. Alors, bien sûr, comment faire? Est-ce qu'on doit se suffire d'un constat aussi sombre? Est-ce qu'on doit se contenter de se lamenter? Est-ce qu'on doit pour autant attendre l'abolition de la prison alors que l'on sait que ça n'est pas possible? Aucune société n'y est prête. On doit agir. Et ce qui est quand même tout à fait rassurant et tout à fait remarquable, c'est que l'expérience de plus de 25 ans, 30 ans, pour quelques organisations regroupées au sein de l'ONG, de COPE, quelques expériences montrent qu'on peut faire beaucoup avec très peu. On peut contrarier ces mécanismes très lourds avec de peu faibles moyens.
Et c'est ça qui finalement doit être dit et doit être répandu, doit être propagé. Il ne faut pas beaucoup pour faire grand. Il faut quelquefois simplement une volonté et un guide. Être guidé, être assuré de ce que l'on fait. Et ça ne demande pas toujours beaucoup de moyens. La première façon de restaurer le sentiment de responsabilité, c'est le faire. Quand on fait, qu'on est fier de son faire, on se restaure dans la capacité à se penser responsable de soi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la philosophie d'Aristote, c'est qu'il nous a enseigné que la main était le siège de l'intelligence et de notre humanité. Aristote proclame organos pro organos, l'outil des outils en parlant de la main. La main comme siège de notre humanité. C'est la main qui est la plus fonctionnelle de toutes les mains chez les mammifères, la main humaine. La main qui salue, la main qui tend, la main qui fait, qui prend tous les outils. Et Aristote de noter que la main était capable de tout manier. Quand on est tout à fait empêché de se représenter soi-même comme quelque chose qui a de la valeur, la main peut pour nous faire quelque chose qui va nous témoigner de notre valeur. La main peut se substituer à une absence totale de qualification. Quand la main fait, elle peut faire quelque chose dont on est fier. Il faut faire avec le détenu des choses dont il pourra être fier. C'est le plus sûr moyen de le réparer. Le faire peut réparer une image délétère et totalement brisée. Mais pour cela, il faut qu'il puisse faire, et faire le beau. Il est vrai aussi qu'un autre poète allemand, celui-ci, a dit que le beau sauvera le monde. Je retiendrai aussi, puisque j'ai fait évocation de l'Allemagne, que Heidegger a dit cette chose admirable, a dit que l'essentiel de l'intelligence naissait avec la main. Il a retrouvé Aristote. L'essentiel de l'intelligence n'est pas donné avec l'esprit, dans les mots, mais c'est donné avec la main. C'est la main qui fait naître l'intelligence, dit le philosophe allemand. Eh bien, elle fait naître bien autre chose que l'intelligence. Elle fait naître un rapport à soi apaisé. Il faut que le détenu puisse avoir l'occasion de faire, et faire pour son enfant, faire un petit objet pour son enfant dont il est fier, le restaure dans sa capacité à se sentir responsable de son enfant. Voilà, une piste, elle n'est pas grande, mais elle est pourtant très sûre. Et si on l'emprunte, on peut aller très loin. La deuxième façon de faire pour atténuer ces troubles, voire les corriger, voire les traiter, c'est d'accompagner les relations. Pas simplement de l'accompagner physiquement, pas simplement d'être là, mais de les accompagner. Le regard d'autrui est un très sûr moyen d'arriver à la conscience. La conscience est un phénomène curieux. La conscience de soi, c'est quoi, à vrai dire? C'est simplement quand on est détaché et qu'on regarde ce que l'on fait ou ce que l'on pense. C'est ça la conscience. C'est regarder ce que l'on fait et ce que l'on pense, ce que l'on est. Ce que l'on est, ce que l'on fait ou ce que l'on pense. C'est ce détachement, la conscience. Avoir conscience, c'est avoir conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on pense ou de ce que l'on est. Ça, c'est pas facile. Et la conscience, souvent, a besoin de s'étayer sur le regard de l'autre. C'est quand l'autre regarde ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense, que j'émerge à la conscience de moi. Le détenu est en risque de se... Vous voyez dans l'attachement qu'il a pour son enfant. Il est là, il est pressé de le voir. Et il pense que cet empressement suffit à le qualifier comme parent. C'est faux, elle le disqualifie comme parent. Mais il a pour cela besoin de le savoir, de le mesurer dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre lui permet de s'ajuster, d'ajuster son comportement aux exigences de son rôle et de sa mission. Quand il est en présence de son enfant, il peut dire n'importe quoi. Mais quand il est en présence de son enfant et à côté d'un tiers qui simplement est là, bienveillant, il est attentif à ce qu'il fait et l'attention qu'il porte à ce qu'il fait lui permet d'éviter le pire. C'est finalement cela la présence de l'accompagnant par rapport à l'enfant. C'est pas simplement pour accompagner physiquement l'enfant, bien sûr qu'il doit l'être, mais c'est aussi pour assurer un support de réflexion au sens strict, de réflexion au sens du miroir, qui permet au détenu d'ajuster ce qu'il fait à ce qu'il doit faire. Et ça, c'est aussi tout à fait fondamental.
Ça aussi, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Mais c'est essentiel et ça permet bien des évitements et bien des préventions. Enfin, il y a une troisième piste. Là aussi, qui paraît presque négligeable, tellement elle ne ramène à pas grand-chose. Mais nous sommes, nous autres humains, toujours précipités vers le pire quand on est dans l'ignorance, et beaucoup moins quand on sait ce à quoi l'on est confronté. Il faut savoir dire au détenu ce qu'il risque quand il dit à son enfant « Tu es la lumière de ma lumière, tu es la fleur de mon jardin ». Quand il dit des choses massives à son enfant, il lui fait porter une charge qui est trop lourde, il faut savoir le lui dire. Il faut même quelquefois prévenir le détenu des risques qu'il encourt à la fin de la détention. Si on lui dit, voilà, ça ne va pas être facile pour vous de sortir, de vous retrouver père, dans cette situation où l'enfant a pensé qu'il pouvait faire sans père, puisque pendant 3 ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, vous n'avez pas été là pour dire ce qu'il devait faire ou ne devait pas faire, il a pris des habitudes. Ça ne va pas être facile, ça va beaucoup tanguer. Si on dit même, vous risquez d'en être un peu déprimé, vous risquez d'être un peu violent, on prévient la grande majorité de ces troubles. Prévenir d'un risque qu'on encourt permet au sujet qui l'encourt de l'éviter. Ça paraît presque aller de soi, mais c'est quand même une prévenance tout à fait essentielle. C'est la troisième piste. Mais pour ça, il faut avoir pris l'habitude de parler aux détenus. Et parler tout en étant crédible. Ça ne veut pas dire parler comme un scientifique, mais parler parce qu'on a pris l'habitude de lui parler. Il faut beaucoup créer de liens et d'alliances avec le détenu, de liens de sympathie, de compassion, pour que nos propos soient crédibles quand on le prévient des risques qu'il encourt. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire simplement à partir d'une position savante. Ça doit se faire à partir d'échanges, à partir d'une alliance humaine entre celui qui va et l'autre qu'on rencontre. La grosse difficulté, quand on expose l'impact de l'incarcération sur les relations à l'autrui et les relations à l'enfant, c'est d'imaginer aussitôt qu'on est devant quelque chose de très massif sur lequel on ne peut pas agir. Et ça, c'est une grande erreur. D'abord, il faudra se rappeler que le trouble, un trouble psychique, c'est pas un trouble mental. Un trouble mental, c'est un trouble neurologique, de l'organisation neurologique. Un trouble psychique, c'est un trouble qui n'apparaît que dans la confrontation d'un sujet à un contexte. Un trouble psychique, ça n'est pas autre chose que la rencontre d'un contexte, d'un sujet. Donc il y a toujours une possibilité de faire quelque chose. On n'est jamais empêché de faire dans un trouble psychique, alors qu'on est quelquefois, hélas, empêché de faire dans un trouble mental. Il y a dans la détention une situation qui rend autrui potentiellement inadapté, voire un peu fou. Mais on ne doit pas pour autant penser que c'est une folie ou une inadaptation qui va se prolonger. Elle peut, même si elle est ample, disparaître assez vite. Et on peut efficacement aider à ce qu'elle disparaisse, à ce qu'elle s'amenuise en intervenant sur des façons très rapides, très ponctuelles, mais très efficaces. Ce n'est pas l'ampleur d'un trouble du comportement qui rend immanquable le fait qu'on n'y puisse rien. On y peut toujours quelque chose quand ce trouble est subséquent à la confrontation d'un sujet, d'un contexte. On est beaucoup moins efficace quand il s'agit d'un trouble mental. Le contexte, la prison, on l'a vu, rend maladroit, voire totalement fou. C'est certain. On ne va pas modifier le contexte, mais on peut peut-être modifier la façon dont le sujet va se confronter au contexte. Comment il peut, lui, intervenir dans ce contexte pour en éviter les effets les plus négatifs. Comment peut-il s'éviter à lui-même cette espèce de dérive auquel le contexte le pousse dans la relation à autrui et plus spécifiquement, pour ce qui nous concerne, dans la relation à l'enfant. Ce qu'il peut faire, c'est d'abord être attentif à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Et pour cela, il a besoin d'en discuter, d'en échanger. Être attentif, être éclairé, non pas être dans l'aveuglement,
c'est se préparer quand même à mieux réagir et à savoir soi-même trouver le moyen de dépasser une situation dans laquelle on pourrait être entraîné. L'aveuglement commence par l'incapacité que nous avons à dire. Il faut dire l'inconfort que l'on a, dire tout ce qui perturbe. La quasi-totalité des détenus sont sensibles aux mécanismes que je viens de décrire. Ils se sentent dire des bêtises quand ils disent à leur enfant « Si tu n'étais pas là, je ne survivrais pas, tu es là, tu es mon espérance, tu es l'unique objet. » Ils se sentent dire une bêtise. Mais ils vont aussitôt qu'ils se sentent dire une bêtise, vouloir l'enfuir. L'enfuir en eux, ne plus la penser, ne plus y réfléchir. C'est l'inverse qui doit se passer. Ils doivent savoir parler de ce qu'ils peuvent sentir d'inadapté dans leur comportement. Pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait des interlocuteurs, parce que parler, c'est facile. Plus difficile quand on se parle à soi-même. Il faut parler avec des interlocuteurs. Là, d'où l'importance de tous ces travailleurs sociaux qui sont en détention, des psychologues ou des prêtres, enfin, peu importe, qui l'on trouve pour parler, mais il faut quelqu'un à qui l'on parle de ça, de ce que l'on a pensé, de ce que l'on a dit et fait quand on était avec son enfant. C'est le premier conseil que je donnerai aux détenus. Ils peuvent efficacement sortir de cette ornière, ils peuvent réduire beaucoup l'impact du contexte sur leur façon de faire, simplement en parler. Spinoza a dit une chose quand même qui reste essentielle, une affection reste une affection de ce qui me perturbe dans l'affect. Affect, c'est ce qui me perturbe, mais qui me vient de l'extérieur. Une affection cesse d'être un trouble dès lors où je m'en fais une idée claire et distincte. Dès lors où je me représente ce qui m'affecte, je ne suis pas aussi entraîné, au pire, que je pourrais l'être si je ne me représentais pas ce qui m'affecte. C'est la première chose. Il faut que le détenu puisse savoir. Il faudrait, pour cela, qu'on l'incite à être attentif à lui. Et quelques brochures peuvent y aider. Si on, dans certaines brochures, dans certaines, peut-être même fictions, on présente aux détenus ce qu'il y a de perturbant, quelquefois, dans le propos que l'on tient, il y sera, lui, beaucoup plus sensible, et alors préparé à y penser et à y revenir. Et c'est quand même de tous les traitements le plus efficace. Quand un sujet devient capable de réfléchir, de mettre en mots ce qui risque de le mettre en pièces, il prévient quand même tous les troubles qu'induit le contexte dans lequel il est. Il y a aussi une façon de faire une façon de réduire beaucoup ces effets négatifs du contexte. C'est peut-être demander à ceux qui en ont la charge d'y réfléchir à ce contexte. Ne peut-on pas éviter certaines humiliations? Ne peut-on pas éviter certaines systématisations de fouilles, par exemple, quand il s'agit d'un parent qu'il va recevoir son enfant? Est-ce qu'on mesure l'impact d'une fouille à corps avant qu'il ne le rencontre? Cet impact est colossal. Si on fouille à corps, c'est en mettant nu le détenu avant qu'il ne rencontre son enfant, on a quand même cassé l'estime de soi au moment même où il va rencontrer son enfant. Et ça, c'est pas possible. Il peut devenir totalement aveugle de l'enfant, tellement il sera sous le poids de cette humiliation, de cette vexation. Bien. On sait finalement depuis toujours, on le savait moins en Occident, puis c'est peut-être l'apport de la phénoménologie de nous l'avoir fait redécouvrir, qu'il n'y a rien de continu dans l'être, si ce n'est sa discontinuité. La seule chose qui soit continue en moi, c'est ma discontinuité. Je ne suis pas capable de penser ce que je suis, disait Pascal, autrement qu'à travers l'incapacité de me voir aujourd'hui ce que j'étais hier et ce que je serai demain. Ce qu'il y a de plus constant dans l'humain, c'est l'inconstance. On malmène très fortement la capacité du parent à l'être si on le vexe avant qu'il ait l'opportunité de l'être. Quand il rencontre son enfant, s'il est vexé dans les minutes qui précèdent, il est capable de devenir complètement inattentif à son enfant. Il faut savoir ménager des espaces réparateurs, qui ne soient pas des espaces d'humiliation. Il faut vraiment éviter toute expérience d'humiliation avant la rencontre par enfant. Et ça, c'est de la responsabilité de la détention.
Et puis il y a des vexations qui sont quand même totalement inutiles, totalement insupportables. Il faut réfléchir à ces humiliations, ces vexations. Il faut se demander d'abord si elles sont utiles, et si elles sont utiles au moment où elles interviennent. Alors j'entends bien qu'il y a des raisons de sécurité, mais il faut peut-être savoir quelles sont les priorités. Les priorités, c'est peut-être préserver la relation de ce parent à l'enfant, et un peu moins la sécurité. La sécurité est une chose que j'entends et qui est nécessaire, mais c'est peut-être pas la priorité. Il faut savoir pondérer son action en fonction de ce qui est humainement le plus efficace. Et le plus efficace, c'est quand même de conserver aux parents la capacité d'être parents. Ultérieurement, quand la détention n'aura plus en charge. Parce que permettre aux parents de conserver la capacité de l'être, c'est promouvoir sa réinsertion. L'entraver dans la capacité à être parent, c'est vraiment éradiquer tout ce qui pourrait porter en lui la capacité de se réinsérer. Donc finalement, la priorité, est-ce que c'est une priorité sécuritaire immédiate, dans l'instant, pour éviter quelques trafics ou que sais-je, ou est-ce que c'est la sécurité ultérieure pour longtemps? Il faut savoir que toutes les études de criminologie, quelle qu'en soit l'origine, montrent que le principal facteur qui expose à la transgression, c'est quand même la difficulté à se sentir responsable, à accéder au sentiment de responsabilité de la communauté, de l'autre. C'est l'aveuglement vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le facteur majeur de toute transgression. Il faut, pour que le sujet soit moins exposé à la transgression, qu'il puisse se sentir responsable. Mais on ne se sent pas responsable de l'univers. On se sent d'abord responsable de ses proches et de son enfant. C'est pourquoi le plus sûr moyen de préserver la citoyenneté, c'est de préserver la capacité d'être parent. Ça commence par là. On ne va pas se sentir responsable de la terre, on ne va pas se sentir responsable de la communauté, de la cité, avant de s'être senti responsable de ses proches. Et c'est pourquoi les personnes qui ont la charge de la détention doivent avoir une attention particulière à cela. C'est par là qu'on peut hisser le détenu hors des ornières où il s'est un jour fourvoyé en étant transgressif. Si on veut en faire un citoyen responsable, il faut l'aider à être un parent responsable. Enfin, c'est peut-être aussi un élément qu'il faut avoir en tête, les ONG, les intervenants, les organisations qui interviennent ont une responsabilité importante. Parce qu'en menant les actions que j'ai décrites tout à l'heure, en montrant qu'à faire aux détenus, on le restaurait, montrant que accompagner l'enfant, c'est aussi accompagner le regard que le parent porte sur ce qu'il fait vis-à-vis de son enfant. Comment aussi, en étant là, présent, on peut quelquefois, simplement, en discutant avec le parent, prévenir des risques qu'il pourrait encourir, mais qu'il n'encourt plus dès lors où il en est prévenu. Ces actions, c'est des actions petites, modestes, mais qui sont efficaces. Et elles ont par elles-mêmes une vertu, c'est qu'elles servent quand même d'éclairer les directions qu'on doit prendre. Les pouvoirs publics doivent être très attentifs à ces expériences, même si elles sont très modestes et très infimes, parce qu'elles montrent peut-être quelles sont les politiques sociales qui doivent être conduites, quelles sont les politiques publiques qui doivent être conduites, quelle direction prendre. En fait, je crois qu'une démocratie, c'est pas la décision d'un supérieur par rapport à des gens de la base. Une démocratie, ça part de l'intuition de la base qui est reprise par ceux qui nous dirigent. Mais l'intuition initiale, la pulsion initiale, dans une démocratie, vient de la base. Et bien de la même manière, dans les ONG qui sont regroupées autour de ces actions, ont des intuitions, ont des savoir-faire qui éclairent, qui doivent éclairer les politiques publiques. Elles doivent les éclairer comment? Ça, je ne pourrais pas le définir parce que je ne suis pas responsable de politique publique, mais elles doivent les éclairer. Elles doivent y être particulièrement attentives. Ces politiques publiques ne peuvent pas être définies de façon abstraite. Il ne s'agit pas d'imaginer des politiques publiques à partir simplement de principes. Parce que quand on est dans la seule application de principes, on est dans un aveuglement.
Il faut que les principes soient corrigés des réalités. Il faut que les principes puissent être adaptés aux réalités. Et pour cela, il faut quand même écouter ceux qui vous parlent des réalités. J'en donne un exemple. Parce que aborder les choses en termes de droit, par exemple, paraît tout à fait nécessaire, mais ça a des limites. Le droit de l'enfant à savoir où est son parent. Si j'applique le principe, je suis aveugle du droit du parent à ne pas dire où il est. Donc c'est un principe qui va contredire un autre. Je suis dans un enjeu de principe en quelque sorte. Et si je n'ai d'attention qu'au seul principe, je peux devenir malgré tout terriblement contraignant, puisque je vais devoir nécessairement faire prévaloir un principe sur un autre. La seule façon de s'en sortir de ce dilemme, c'est d'écouter ceux qui savent comment amener le parent à dire lui-même où est son enfant et quels sont les moyens à mettre à sa disposition pour qu'il puisse informer son enfant. C'est ça qui permet aux politiques publiques de sortir des ornières auxquelles elles sont conduites quand elles ne font jamais qu'opposer des principes à d'autres. Et les vraies démocraties sont les démocraties qui permettent ce questionnement incessant des principes à partir de ceux qui, dans le réel, sont confrontés aux expériences qui peuvent malmener de principes qui, bien que justes, se trouveront être, dès lors où ils se croisent, aveugles l'un de l'autre. Voilà. Je vais arrêter là, peut-être. Je sais pas. C'était clair.